Avez-vous déjà rêvé de changer de vie pro ? Alors moi, c'est ce que j'ai fait il y a plus de 17 ans. Je suis passée de l'univers des nouvelles techno à fondatrice de médias engagés. Et c'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le partenaire de ce podcast, Chance, qui propose un parcours de coaching digital pour aller vers une voie professionnelle qui vous ressemble. Moi, ce que je trouve pratique, c'est que tout est en ligne. Vous avez des activités pour comprendre vos aspirations profondes et vous aider à structurer votre projet. Des sessions avec un coach professionnel qui est choisi rien que pour vous, sur mesure. Et le petit plus que j'aime, c'est le collectif d'entraide, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour se sentir moins seul quand on ne sait pas par où commencer pour provoquer le changement. Et le détail non négligeable, le parcours est finançable grâce à votre compte personnel de formation. Enfin, la toute dernière nouveauté, les duos Chance viennent d'être lancés pour vous mettre en relation avec la personne du secteur qui vous intéresse une fois votre projet pro défini. Alors les amis, pour tout savoir, allez donc jeter un œil sur le site chance.co pour faire le point gratuitement sur votre situation et peut-être sauter le pas vers votre nouvelle vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquier, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Sommes-nous prêts à regarder en face nos peurs et nos pulsions, aller à la recherche de nos ombres ? Aujourd'hui, partons en voyage pour mieux se comprendre et renouer avec ces parts que bien souvent nous évitons au quotidien. Ancien avocat d'affaires à Wall Street, véritable Mike Horn du développement personnel, mon invité du jour semble convaincu de cette étape nécessaire, surtout après avoir vécu la semaine la plus folle de son existence. Une plongée dans les profondeurs de son être qui lui a permis de toucher la question de l'évolution personnelle en traversant tour à tour les sujets de son quotidien, couple, sexe, addiction, maladie et peur de la mort. Et si l'amour de soi n'était pas lié à nos succès, à nos qualités, mais plutôt à l'accueil de nos parts d'ombre ? Et comment y arriver ? C'est ça la grande question quand même. Alors pour nous aider à répondre à ces questions, je reçois un aventurier de la conscience, à l'humour caractéristique, à la franchise désarmante, le pro des antisèches du bonheur et auteur d'un nouveau livre, Journal intime d'un voyageur chamanique. Alors c'est parti pour une interview sans tabou. Vous aurez, je l'imagine, reconnu Jonathan Lehmann. Bonjour Jonathan. Bonjour Anne. Alors je te retrouve aujourd'hui justement avec bonheur depuis le podcast précédent qu'on avait fait sur ton précédent livre, Les antisèches du bonheur, où tu t'attachais plutôt à démontrer des choses, on va dire scientifiquement prouvables. Et tu partages cette fois plutôt ton intimité dans ce nouveau livre, qui est écrit sous une forme de journal, à nouveau très instinctif, à la fois drôle, cash. Et tu y évoques tes voyages et séjours, notamment en Allemagne, lors de plusieurs cérémonies avec un chaman, Eduardo, et les prises de conscience qui en découlent. Alors, comment est-ce que tu as eu envie justement de passer à l'acte et de le relater dans un livre ? Et puis peut-être avant ça, de partir faire ces voyages ? Ouais, partir faire ces voyages... non, déjà un mot, je dois dire quand même, merci pour cette introduction que tu as faite, mais qui vient justement poser la question de mon ombre, parce que ça flatte terriblement mon ego, et je pense que c'est de ça dont on va parler aussi, nos narcissismes, nos fiertés. Mais pour répondre directement à ta question, ce travail, pour moi, le travail que je fais avec l'ayahuasca, il s'est fait en plusieurs étapes. J'ai été... amené un peu par hasard à le faire il y a très longtemps avec mes parents en Amazonie, mais à une époque où je faisais pas véritablement un travail sur moi. Et à mesure que j'ai commencé à travailler sur moi, à faire du travail thérapeutique, à faire du travail méditatif, j'ai senti aussi que parfois j'arrivais à peut-être certains blocages, que j'avançais pas trop et que j'avais besoin d'autres outils. Et notamment, il y a, je crois, 6 ou 7 ans de ça, j'ai eu une rupture très difficile, une rupture amoureuse, qui m'a mis extrêmement mal, et où là, j'ai eu une grosse intuition qu'il fallait que je renoue avec ce travail que j'avais fait un tout petit peu, de l'ayahuasca, et c'est là que j'ai rencontré Eduardo, et c'est là que j'ai commencé un travail intense,
qui m'a permis justement de me nettoyer, de m'aligner, je pense qu'on va pouvoir en parler, de travailler sur mes zones d'ombre, sur mon ego. Et pour ce qui est de pourquoi j'ai franchi le pas de raconter ça, parce que c'était quand même quelque chose qui faisait partie de mon intimité, que je ne partageais pas pour des raisons qui sont un peu évidentes, que déjà c'est quelque chose qui n'est pas légal en France, que c'est quelque chose qui est très mal compris, qui est souvent assimilé à des drogues alors que c'est absolument pas le cas. Donc je voulais pas vraiment jeter un pavé dans la mare et m'exposer à toutes sortes de questions, de critiques. Mais quand j'ai été, il y a 2 ans, faire ces 4 jours de cérémonie avec ce chaman, mon chaman, Eduardo, ça a été tellement fou, le travail a été tellement beau, tellement profond, et surtout tellement riche en enseignements qui valaient le coup d'être partagés avec des gens pour les aider eux aussi sur leur chemin, que en fait le livre s'est imposé à moi comme une évidence. C'est vrai que tu as parlé de l'ayahuasca dès le début. Je rappelle quand même en introduction de ce podcast, on a déjà fait d'autres podcasts un peu sur le sujet de l'ayahuasca, notamment aussi avec le psychiatre Olivier Chambon, que cette plante psychotrope, qui n'est pas une drogue, est interdite en France. Oui. Donc voilà, simplement pour rappeler pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc l'idée, c'est pas forcément d'inciter les gens à prendre cette plante psychotrope. Toi, dans ton cas, tu le dis, on en parlait hors antenne, ça a été un cadre, un outil thérapeutique, mais c'est pas forcément la voie. Non, de toute façon, il n'y a pas qu'une voie, il y a toutes sortes de voies. Moi, mon intention avec le livre, elle n'est pas d'inciter les gens à prendre de l'ayahuasca. Elle n'est pas non plus de dire aux gens qu'il faut absolument pas en prendre. Si ça se présente sur leur chemin d'une façon qui est légale, d'une façon qui est consciente, pourquoi pas ? Ma vraie intention, c'est de partager les enseignements que j'ai eu la chance de recevoir grâce à ce travail, et qui sont des enseignements sur l'amour de soi, sur le travail de l'ombre, sur les addictions, sur les peurs qui concernent tout le monde. Tiens, d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, des personnes qui justement la rencontreraient sur leur chemin dans un cadre légal, quelles petites précautions tu aurais envie de leur dire de prendre? Tu parlais de ton chaman en disant mon chaman Eduardo, donc bien s'entourer, j'imagine, ça fait partie des prescriptions que tu pourrais donner? Oui, c'est important de connaître des gens qui ont déjà travaillé avec le chaman avec qui on va travailler, ou qui ont travaillé dans le lieu dans lequel on va faire ce travail. Je pense qu'il y a des gens qui débarquent à Iquitos au Pérou, c'est là-bas que je connais un peu mieux, ou sans doute je sais pas où, en Amazonie brésilienne, et qui disent allez, on va prendre l'ayahuasca, et puis qui cherchent sur internet, ou qui vont rencontrer des gens dans la rue, qui vont leur présenter quelqu'un. Je sais qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de l'ayahuasca. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que, comme partout, je veux dire, dans tous les milieux, il y a des charlatans. Dans tous les milieux, il y a des personnes qui ont peut-être pas la meilleure des éthiques. Et quand on parle d'un outil comme l'ayahuasca qui est particulièrement puissant, il faut faire attention. Oui, surtout si on est effectivement peut-être instable psychologiquement, ou si on soupçonne certaines névroses assez poussées, ou même pathologies ou psychoses. Absolument. Et moi, je sais que pour le travail avec mon chaman, dès qu'il y a des questions comme ça, que ce soit par rapport à la prise de certains médicaments, de certaines conditions thérapeutiques, on lui demande en amont, on en discute, parce que l'ayahuasca peut être extrêmement utile pour gérer certains troubles. L'ayahuasca est utile pour gérer des grosses addictions, pour gérer des grosses anxiétés. Mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi effectivement des terrains psychologiques qui se marient mal avec le travail de l'ayahuasca. Il y a aussi certaines substances qui sont extrêmement contre-indiquées avec la prise d'ayahuasca. Donc il faut faire vraiment attention. Par exemple, quelqu'un qui prend des antidépresseurs ne peut pas prendre de l'ayahuasca. Là, il y a des grosses contre-indications. Bon, c'est bien. Alors, après avoir pris ces petites précautions, effectivement, venons-en dans le vif du sujet aussi de ton livre.
Alors, je disais en introduction, le couple, le sexe, les addictions, la peur de la mort, la maladie, tu as fait vraiment un très gros point sur toi-même, l'ego, par le biais de cette plante psychotrope. Notamment quelque chose, tu as compris dans ton fonctionnement, tu parles de ces échanges, de ces liens transactionnels, comme tu les appelles. Et là, tu as compris des modes de fonctionnement qui sont très importants à ce moment-là. Hein. Ça agit en fait comme un sort de révélateur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer sur ces liens transactionnels ce que tu as perçu? Dans les liens transactionnels, tu parles de l'approche qu'on a avant de commencer un travail sur soi? Non, ce qui t'est apparu dans tes expériences avec l'ayahuasca, de notre rapport aux autres, en fait. Ah, oui, oui, ben c'est notre rapport aux autres et notre rapport à la vie, notre rapport à notre développement. Je pense que on a tendance à donner sans vraiment donner. On a tendance à donner pour avoir quelque chose en retour. On a tendance à aimer conditionnellement. Je t'aime si t'es gentil avec moi. Je t'aime si tu me fais rire, si tu m'apportes quelque chose. Mais si t'es agressif avec moi, si t'es pas gentil avec moi, alors je t'aime pas. Et le travail de l'amour, le travail d'ouverture du cœur, le travail c'est un travail où j'aime parce que c'est ma nature. Et c'est vers ça, si on veut ouvrir son cœur, qu'on doit tendre. Je t'aime même si tu me craches à la figure. Parce que, au lieu de te juger, j'apprends à te comprendre. Mais cette idée du non transactionnel, elle se présente aussi sur la voie spirituelle, sur la voie du développement de soi. Est-ce que je fais des exercices parce que je sais exactement ce que ça va me rapporter, ou est-ce que j'y vais avec générosité et avec foi surtout, et je fais un travail parce que j'ai confiance que j'investis aujourd'hui sans savoir exactement ce que je vais recevoir, mais que c'est une bonne chose. La voie méditative, il me semble que c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup de gens qui franchissent pas le pas de commencer à méditer parce qu'ils disent « mais ça va m'apporter quoi au juste ? Qu'est-ce que, pour les 10 minutes par jour que je vais mettre, qu'est-ce que je vais recevoir ?» Et les personnes qui méditent savent que c'est très difficile à expliquer en fait avec des mots. J'aime bien dire, c'est comme... je crois que je dis ça dans le bouquin, comme je pourrais pas expliquer le goût d'un fondant au chocolat à un martien ou la couleur bleue à un aveugle. Je peux pas vraiment expliquer ce que tu vas... Pourtant j'essaye depuis des années, hein, ce que tu vas ressentir et comment ta vie elle va changer quand tu vas méditer. Mais si tu fais cet acte de foi juste sur la base des personnes autour de toi qui le font et qui te disent que c'est extraordinaire, tu vas voir que il va y avoir des bienfaits extraordinaires. Et il me semble que dans le travail qu'on fait sur soi pour ouvrir nos consciences, pour ouvrir nos cœurs, il y a quelque chose comme ça. En fait, on passe de ce qu'on peut appeler, oui, le transactionnel à quelque chose qu'on pourrait appeler la foi. C'est ça. Alors, au cours d'une cérémonie aussi, tu vas avoir à un moment donné vivre une paranoïa. Tu vas voir cette paranoïa que tu vis dans le quotidien et tu vas la rattacher, toi, dans ton cas, à des blessures d'abandon et de rejet. Qu'est-ce que tu as conscientisé dans ton histoire à ce moment-là? Qu'est-ce qui surgit? Et puis peut-être nous dire un peu sous quelle forme qu'on s'imagine, comment tu as pu le vivre. Ouais, alors des moments de paranoïa, j'en ai eu beaucoup dans le cadre de ce travail. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de voir que c'était lié à des blessures d'enfance qui étaient en fait une absence de connexion. Qu'est-ce qu'on cherche tous? C'est la connexion. On est connecté à la mère dans le ventre. Et quand on sort, on continue à être connecté à la mer, et puis on va connecter à d'autres. Mais on vit pour ça, pour cette connexion. Et j'ai pu voir, grâce à ce travail, notamment par des visions assez détaillées, à quel point j'ai manqué de connexion. J'avais une connexion très forte avec ma mère, mais j'avais pas de connexion avec mon père, j'avais pas de connexion avec les petits camarades. J'avais beaucoup de mal, en fait, à intégrer la tribu d'une façon saine et d'une façon qui était nourrissante. Et j'ai pu voir en revivant, parce que ce travail de l'ayahuasca m'a permis de revivre certains moments de mon enfance, j'ai pu voir comment ça avait donné naissance à des mécanismes de défense pour essayer de pallier à ce manque de connexion.
Et que c'est comme ça que sont nées mes addictions, qui ont été en fait toute une suite logique, qui ont été du doudou jusqu'à la cocaïne. Mais que effectivement ce manque de connexion et cette peur du rejet avait aussi créé chez moi des mécanismes de défense de type paranoïaque, qui s'expriment, et s'expriment d'ailleurs encore parfois, même moins souvent qu'avant, dans la vie de tous les jours, et peuvent s'exprimer très fort quand on est dans un état de conscience modifié, comme c'est le cas quand on fait ce travail chamanique. Mmh. Justement, effectivement, tu reviens à cette histoire de doudou et tu reconscientises en fait que ta personnalité probablement devenait anormalement égocentrique et que ta maman à ce moment-là ne le voyait pas puisqu'elle cherchait, comme toutes les mères, elle cherchait certainement ton bien. Mais en réalité, ça développait quelque chose de déséquilibré à ce moment-là. Et ça, tu l'as vu clairement à ce moment-là dans ce travail avec l'ayahuasca ? Oui. En fait, je l'ai vu dans mon travail thérapeutique hors de l'ayahuasca, et cet aspect-là a été confirmé dans les visions que j'ai eues. Ce qui a été vraiment spécifique dans le travail de l'ayahuasca, ça a été de ressentir la douleur, de la voir, de la palper, cette douleur que j'avais quand j'étais petit, que j'avais oubliée, que je connaissais théoriquement et conceptuellement, mais que j'avais complètement occulté. Et pour ce qui est la naissance de l'égocentrisme, du narcissisme, du manque d'empathie, oui, enfin, c'est ce que je dis dans le livre. Je veux pas accabler ma pauvre mère qui a essayé de faire au mieux et qui m'a vraiment donné tant. Mais effectivement, elle avait été rejetée par ses parents. Elle était le vilain petit canard. Et donc, elle s'était toujours dit, moi, mon fils sera un roi. Et donc, j'étais le centre du monde. J'étais le centre du monde, j'étais le plus beau, j'étais le plus intelligent, j'étais toutes ces choses. Et donc, j'en étais convaincu. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, j'ai eu les mêmes problèmes qu'elle, que j'ai eu du mal à connecter avec les autres. Parce que convaincu que j'étais de supérieur, parce que c'était un peu ça le message, même si elle me le disait pas comme ça. Les autres avaient pas trop envie d'échanger avec moi. C'est pas marrant, quelqu'un qui vient et qui te dit, même s'il te le dit pas comme ça, ou qui se comporte comme s'il était supérieur à toi. Et donc ma mère a pas vu que ce qu'elle pensait, c'était me donner le plus d'amour possible, mais que ce qu'elle faisait avait aussi tendance à créer des blessures narcissiques semblables à la blessure qu'elle portait en elle. D'ailleurs, c'est un peu je crois, ça c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans mon travail avec l'ayahuasca, à quel point on transmet nos blessures de génération en génération. Et parfois, on veut empêcher que ces blessures soient transmises, mais comme dit la tortue dans Kung Fu Panda, on rencontre souvent son destin sur le chemin qu'on emprunte pour l'éviter. Oui. Et à moins de faire un travail et d'avoir des vraies grosses prises de conscience, on va continuer à transmettre ces blessures acquises des aïeux aux générations suivantes. Tu as dit quelque chose d'intéressant aussi tout à l'heure en disant que j'étais coupée effectivement de mes émotions et la plante a permis ce travail. C'est comme ce qu'on appelle, je crois en thérapie, une levée de trauma, c'est-à-dire que tu t'es mis à ressentir ce que tu sentais enfant, ce qui est parfois très difficile quand on est anesthésié de ses émotions. Oui. Je crois qu'en type de profil au niveau thérapeutique, dans les blessures d'attachement, ça peut être le profil peut-être qu'on appelle l'évitant. Okay. Et qui s'anesthésie en fait de ses émotions pour ne pas les ressentir. Et donc avec la plante, tu as pu à nouveau ressentir pleinement des émotions qui t'étaient plus accessibles quelque part. Ouais, ça a été extraordinaire et c'est deux des soirs que je raconte dans le livre. Un des soirs où c'était une vision de moi enfant, donc comme si j'assistais à un film et où je voyais cette tristesse, j'étais capable de la palper sans qu'elle m'affecte. J'étais pas triste, mais j'arrivais à la goûter. C'est difficilement descriptible, mais j'étais vraiment capable de voir, ok, voilà ce que j'ai ressenti, et c'est la première fois que je pouvais l'expérimenter dans mes tripes. Et ce qui a été encore plus fou, c'est quand la plante m'a fait vivre mon enfance, mais à la première personne. Et là, c'était plus un film, j'étais dans mon corps d'enfant. Ça veut dire j'étais moi, et
et pendant la cérémonie, j'étais en même temps Jonathan, 42 ans à l'époque, et en même temps Jonathan, 8 ans. Et dans mes déplacements, dans mes interactions avec les autres, dans mes pensées, je revivais en fait mon état de conscience de quand j'étais enfant, qui m'a permis de mieux connaître en fait cet enfant qui est à l'intérieur de moi, et donc de réussir à mieux l'aimer. Tu sais, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce chantier de l'amour de soi, où j'essaye de mieux m'aimer, où j'essaye de mieux me nourrir psychologiquement, physiquement. J'essaye de méditer, de pratiquer la gratitude, mais je vois que j'ai quand même des addictions, j'ai quand même des colères, et j'avais l'impression justement de patauger un petit peu à un moment, de pas avancer sur ce travail, jusqu'au moment où j'ai compris, ok, il y a vraiment quelque chose à faire avec mon enfant intérieur. Mais comment avoir accès à cet enfant ? Et il y a toutes sortes de techniques qui existent. On n'est absolument pas obligé d'aller prendre de l'ayahuasca pour le faire. Et j'ai pu explorer mon enfant intérieur par des bouquins, par des thérapies, par toutes sortes de choses. Mais effectivement, là, de pouvoir aller à sa rencontre de cette manière-là, ça avait un côté magique. Eric Fromm, dans L'Art d'aimer, il dit quelque chose qui me semble tellement fort et en même temps qui peut paraître évident, qui est: je ne peux aimer que ce que je connais. Mmh. J'entendais quelqu'un récemment me dire qu'elle était amoureuse de quelqu'un qu'en fait elle connaissait pas. Je dis, mais tu peux pas l'aimer, cette personne, parce que pour aimer quelque chose véritablement, tu dois connaître cette chose. Et c'est vrai pour les autres, et c'est vrai pour soi-même. Si je connais pas mon enfant intérieur, si je comprends pas la douleur qu'il a, je peux pas véritablement l'aimer. Et vu que c'est les blessures de mon enfant intérieur qui sont à l'origine de mes colères, de mes addictions, de mes frustrations, de mes jalousies, si je connais pas cet enfant, alors je vais pas réussir à véritablement pouvoir l'aimer. Et donc, en revivant à la troisième personne, à la première personne, ces moments-là, j'ai fait un grand pas en avant dans la connaissance de cet enfant, et donc dans le travail d'amour de cet enfant. Quand on prend effectivement l'ayahuasca, ça permet de voir tout en mode un peu XXL, d'après ce que je perçois. Mais cette conscientisation et le revécu effectivement de cet enfant nous permet-il vraiment de cranter et de passer à l'étape suivante ? Parce qu'on sait que aussi parfois en thérapie, même si on conscientise certaines choses, c'est pas pour autant qu'on arrive forcément à passer à une autre étape, hein, que ça c'est encore une étape différente. Il y a la reconnaissance d'une blessure, peut-être son revécu, la levée de certains traumas, mais que parfois certaines personnes continuent malgré tout à tourner en rond, même s'ils ont vu ça. Bien sûr. En fait, je peux pas parler des autres cas que le mien. Mmh. Ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé il y a plusieurs années un travail pour mieux comprendre cet enfant à l'intérieur, et que pour moi, grâce à ce travail avec l'ayahuasca, j'ai fait un grand pas en avant. Le travail est loin d'être fini, hein. La colère continue, les addictions continuent, les blessures sont encore là. Le travail continue, et je continue le travail thérapeutique, et je continue toutes sortes d'autres travaux. C'est juste que ça a été une étape pour moi qui m'a semblé être un grand pas en avant. Mmh. Pour toi, dans ton cas, le fait d'être quand même remonté à la source de tes addictions t'a permis quand même, tu sens, de libérer certaines choses, véritablement. Ouais. Oui, parce que en fait, quand le comportement addictif est inconscient, et quand tu comprends pas pourquoi tu fais quelque chose, c'est très difficile d'arrêter de le faire. Mmh. Et si tu veux, de voir, j'ai vu comment la tristesse du petit Jonathan a mené au doudou, a mené au dessin animé, aux jeux vidéo, au sucre, et puis ensuite au pétard, et puis plus tard à la cocaïne, à toutes ces choses. Et j'ai vu en fait comment c'était un enchaînement. Évidemment, c'est pas
que ça. J'ai aussi lu sur les addictions. J'ai compris qu'on n'était pas accro à une substance ou à un comportement, mais qu'on était accro au fait d'être accro. Ça, je l'ai compris conceptuellement, notamment grâce aux écrits de Gabor Maté, avant de vivre ces moments d'ayahuasca, que les addictions sont toutes en général liées à des blessures d'enfance, à des blessures de non-amour, que c'est des mécanismes de compensation. Mais encore une fois, comprendre ça conceptuellement et voir véritablement qu'est-ce que je viens compenser. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus intime avec la douleur du petit Jonathan, mais qui est encore là et qui se réveille régulièrement, notamment quand si je m'engueule avec ma compagne, que je me sens pas aimé. Là, le petit Jonathan ressort, il est là, mais je comprends mieux ce qu'il agite. Et donc, je suis mieux capable de lui parler sans aller pointer l'extérieur du doigt, pointer l'autre du doigt, rendre les autres responsables, ce qui est un peu ce qu'on a un peu tous tendance à faire, je crois. Ça va pas, je rends l'autre responsable. Et pour me rendre mieux responsable de mes émotions, je dois mieux me connaître. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point on se connaît pas. Ça, c'est un des trucs aussi qui a été pour moi une des plus grandes révélations de ma vie de ces dernières années. C'est au début, quand on m'a dit il faut que tu te connaisses, je dis je me connais, je suis Jonathan, je suis avocat, j'aime ci, j'aime ça, machin. Je comprenais même pas la question, quoi. Je comprenais même pas ce que ça veut dire. Et c'est ça je crois qu'un des gros challenges pour le développement, c'est que les gens qui ne se connaissent pas ne savent pas qu'ils ne se connaissent pas. Et si on leur dit qu'ils ne se connaissent pas, ils vont dire si, bien sûr, je me connais. Donc il y a une sorte je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a une sorte de dialogue de sourds qui se fait pour souvent jusqu'à ce que tu franchisses le pas et que tu comprennes ok, effectivement, je ne me connais pas. Oui, puis en plus, la connaissance de soi, même si on a le sentiment de mieux se connaître, qu'est-ce que cette connaissance ? C'est-à-dire qu'on a tellement de parts à l'intérieur de nous qui sont à la fois harmonieuses et certaines tellement contradictoires que quelle part véritablement je connais de moi ? Est-ce que ce sont des parts héritées de mon transgénérationnel, de mes blessures d'enfance, des parts éventuellement karmiques pour ceux qui y croient, de mes conditionnements, etc. Il y a quelque chose. Vas-y, ou... Non, c'est ça. Qu'est-ce que je connais de moi en plus, quand j'ai le sentiment de mieux me connaître ? C'est ça. Donc, effectivement, il y a tout ce que tu as dit. Moi, il y a des éléments transgénérationnels que j'ai appris récemment. J'avais des visions en ayahuasca d'inceste. Je comprenais pas pourquoi je voyais ça. Et j'ai appris qu'au niveau des arrière-grands-parents, il y avait des histoires. J'ai eu des visions sur la Shoah. Et bon, ça, je sais que c'est quelque chose que je porte parce que j'ai un arrière-grand-père qui est mort à Auschwitz. Mais j'ai pas encore fait vraiment un travail sur ça, sur le transgénérationnel, mais en revanche, il y a quelque chose qui, clairement, et ça, pour moi, je pense que c'est le message premier de ce livre et sa raison d'être, c'est la question de l'ombre. On a tellement tendance à pointer les autres du doigt. Lui, il est de mauvaise foi, elle est égoïste, lui, il est narcissique, elle a pas d'écoute, lui, il est pas généreux, etc. Et je crois qu'on voit tellement mieux l'ombre des autres que sa propre ombre. Mais déjà, si on arrive à accepter qu'on a tous de l'ombre, qu'on a tous un moi inférieur, et se relever un peu les manches et dire ok, je vais y aller, je vais regarder, je vais être honnête, je vais accepter que les autres sont mes miroirs. Dès que je juge quelqu'un, je vais me poser la question, ok, en quoi qu'est-ce qu'il y a que je juge chez l'autre qui est avant tout en moi. Et il faut une vraie intention de travail, en fait. C'est ce que je ressens. Tu fais tienne la citation de Jung qui disait « Ce n'est pas en fantasmant la lumière que l'on s'éveille, mais en prenant conscience de l'obscurité ». Bah ouais, enfin, il dit tout quand il dit ça. Il dit tout. Si je suis capable de voir l'agressivité de l'autre comme étant mon agressivité, si je suis capable d'avoir de la compassion pour cette agressivité parce que je comprends que c'est un mécanisme de défense, parce qu'il y a un petit enfant blessé derrière, je vais du coup réussir à avoir de la compassion pour l'autre. Et ce dont on a besoin à titre individuel, collectif et au niveau de la planète, c'est ça aujourd'hui.
On a besoin de compassion, on a besoin d'amour, on a besoin de changer notre mode d'interaction avec nous-mêmes et avec les autres. Et ça passe forcément par la compréhension de l'ombre. Je parlais avec une amie récemment sur un autre podcast et on rigolait du fait qu'on a tous à l'intérieur de nous un Vladimir Poutine et un Dalai Lama. On a tous ces deux énergies-là à l'intérieur de nous. Et la question, c'est comment est-ce qu'on interagit avec ces énergies quand elles sont à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on interagit avec ces énergies quand elles sont chez les autres. Comment est-ce que je renforce ce muscle de compassion envers moi-même, envers l'autre. Tout à l'heure, tu évoquais ta compagne et ta relation de couple, et dans le livre, tu évoques plusieurs relations, avec toujours, à un moment donné, cette intuition que c'est pas la bonne personne, mais sans que tu saches vraiment pourquoi au début. Ouais, parce que j'étais un peu aveugle. Je comprenais pas du tout à quoi servait une relation. Je comprenais pas du tout ce qui faisait qu'une relation était bonne. J'étais aussi aveugle que je l'étais quand on m'a dit la première fois qu'il fallait que je me connaisse et que j'avais l'impression que je me connaissais. Je pensais que une relation, c'était... On choisissait la meilleure personne qu'on pouvait objectivement, entre guillemets, ce qui veut absolument rien dire, bien sûr, parce que on prend les critères des autres. Donc on va prendre des critères objectifs, de beauté, de statut, des critères superficiels, hein, et puis après on va essayer de faire marcher tout ça. Et évidemment que je me prenais échec après échec dans mes relations, mais j'avais quand même, je ne savais pas ce que je faisais, mais j'avais quand même une intuition que je faisais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi et en même temps, j'étais en train d'acquérir une expérience qui allait me permettre d'arrêter de faire n'importe quoi. Je pense que c'est lié aussi aux blessures d'enfance que j'avais. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, je me souviens très distinctement comme les filles ne me regardaient pas. Quand j'avais 20 ans, que je commençais peut-être à avoir quelques histoires, je peux pas dire que j'avais énormément de succès. Et il y avait une partie de moi qui avait envie de prendre sa revanche, qui avait envie de prouver au monde que je valais la peine, et donc il fallait que je me mette avec des femmes qui venaient satisfaire certains critères entre guillemets objectifs. Ce qui était important, c'était pas comment je m'entendais avec cette femme, mais c'était pas complètement conscientisé, bien sûr. C'était inconscient. C'était comment est-ce que les gens perçoivent à l'extérieur cette relation. Tu dis que tu devais sortir du mode conquête dans lequel tu étais enfermé avec les femmes, c'est ça ? Bah oui. Oui, j'étais dans un mode conquête, j'étais dans un mode il fallait que j'imaginais quelque chose où il fallait que un pote lambda puisse se dire waouh, la copine de Joe. Ce qui aujourd'hui me semble ridicule, et en même temps, j'ai appris à avoir de la compassion aussi pour cette partie de moi qui était dans le noir, cette partie de moi où je m'aimais tellement peu que j'avais besoin de rehausser mon image envers moi-même et envers les autres avec ce genre de considération, avec ce genre de critères superficiels de beauté, de statut. Ça t'a amené aussi à réfléchir sur la sexualité, et tu parles d'apprendre à cultiver l'énergie sexuelle comme force de vie plutôt que comme un exutoire hédonique. Et ça a beaucoup à voir aussi à ce que vit le masculin en ce moment. On est dans des temps très puissants où l'homme parfois même ne sait plus trop comment se positionner entre un yang hyper dominateur et puis un yang trop doux, etc. Quelle est finalement la voix aujourd'hui du masculin, et puis à l'intérieur aussi de la femme, bien sûr, de sa propre voix du masculin. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Quel enseignement tu as pu en tirer pour toi-même ? Ouais, il y a tellement de choses à dire là-dessus, effectivement, parce qu'il y a plein de questions dans ta question. Donc je vais dire certaines choses et n'hésite pas à me relancer. Mais déjà, il y a la question du plaisir.
qui est une question qui est problématique, parce qui est épineuse. Parce que le plaisir, c'est bien, mais rechercher absolument les plaisirs, c'est problématique. Si je suis constamment en train de rechercher mon shoot de sucre, mon orgasme, mon shoot de dopamine, je vais pas être bien. Et on est beaucoup, et je vois des gens autour de moi qui sont aussi comme j'étais avant, qui conçoivent les relations comme une manière d'obtenir plus de plaisir. Donc déjà, une relation, c'est pas ça. J'ai compris très récemment qu'une relation, c'était en fait un outil d'évolution spirituelle. Une relation, c'est là pour nous faire voir nos zones d'ombre, pour nous apprendre à mieux nous aimer et pour nous apprendre à mieux aimer en général. Pour ce qui est de la question des polarités masculines, féminines, ouais, c'est complexe. Moi, ce que je raconte dans le bouquin, c'est que je me suis retrouvé justement dans une relation sexuelle où j'étais appelé à dominer brutalement physiquement. Et c'est quelque chose que je savais pas faire, en fait. Et ça m'a mené à une forme, à quelque chose de vraiment humiliant pour moi. Parce que je me suis senti justement pas à la hauteur, je me suis senti pas assez homme, parce que justement aussi, je pense que je suis quelqu'un, on a tous une certaine distribution en nous d'énergie masculine et féminine, et il me semble que j'ai des côtés très masculins, mais j'ai aussi des côtés très féminins. Et que après, effectivement, je crois que ces polarités, elles s'expriment dans le sexe. Et il y a aussi toute la question, et pardon, c'est un peu un saut de puce de thème, mais c'est quoi le sexe? À quoi ça sert? Est-ce que c'est là pour donner à chacun sa dose de plaisir? Il me semble que ça peut, mais que c'est autre chose, que c'est un outil pour connecter, pour échanger, pour s'élever, pour donner à l'amour une autre voie d'expression. Mais si on fait et pardon, grossier, mais baiser hédoniquement, on n'a absolument pas accès à ça. Il y a tellement de manières différentes de se servir du sexe. Le sexe, c'est pas quelque chose de bon ou de mauvais en soi, c'est comme l'argent, c'est comme la technologie, c'est des énergies qui sont extrêmement fortes, qui peuvent être utilisées d'une façon qui est aimante ou d'une façon qui est totalement dans l'ego. Et c'est ce que j'ai vu justement entre cette dernière relation qui était une relation qui m'a humilié et qui en même temps était complètement hédonique, complètement dans les projections, complètement dans le narcissisme, complètement dans tout ce que j'avais entre guillemets mal fait jusqu'ici, et d'arriver aujourd'hui, grâce à ces enseignements notamment, à une relation où c'est différent, où il s'agit de s'écouter, de travailler ensemble. Aujourd'hui, quand je m'engueule avec ma copine, j'ai une conscience que j'avais pas auparavant, que ok, là la vie m'appelle à travailler. Là, c'est pas quelque chose qu'on devrait effacer et qui devrait pas être là. Ça fait partie de pourquoi on est ensemble. Là, elle vient appuyer sur tous mes boutons. Pour revenir à la sexualité, c'est vrai qu'il peut y avoir un et pas forcément ou. On peut être et dans le plaisir et peut-être avoir envie parfois, pour certaines personnes, d'une sexualité plus animale et en même temps être dans la connexion et le sacré, le tantrisme et quelque chose de plus élevé. Est-ce que c'est forcément antinomique? Non. Et je suis personne pour venir de dire que ça le serait. Je pense que à chacun de trouver sa propre vérité. Je pense qu'on peut aussi exprimer évidemment, on peut être dans la conscience, on peut être dans l'amour, et on peut être aussi connecté à l'animal qui est en nous. Il faut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien.
Mais je pense que c'est utile aussi de parler de certaines expériences, et c'est pour ça que je parle de cette expérience dans le livre. Mais non, absolument. Il existe toutes sortes de manières d'appréhender l'acte sexuel de façon consciente. Après, on peut partager certains éléments. Je veux dire, quelque chose qui est une évidence, mais que moi je faisais pas pendant longtemps quand j'avais des rapports sexuels, c'est se regarder dans les yeux, avoir des moments de vrai échange de cette manière-là. Combien de fois, moi, quand j'y réfléchissais pas, j'avais des rapports sexuels où il y avait très peu de contact, où on se regardait pas. Savoir prendre le temps, savoir envisager la personne, savoir... et puis bon, si on va parler vraiment maintenant de ça aussi, je pense pour l'homme, la question de l'éjaculation me semble importante. Moi, j'ai beaucoup expérimenté avec ça, et je sais qu'avant, pour moi, un acte réussi, c'était un acte qui finissait par un orgasme éjaculatoire. Et que donc j'étais complètement concentré sur la destination, et que l'acte était réussi si la femme avait son orgasme et que moi j'éjaculais en même temps. Et j'ai appris depuis à interagir complètement différent avec le sexe, à apprécier le sexe sans qu'il y ait cet exutoire-là, à comprendre vraiment que c'était plus le chemin que quelques destinations, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir cette chose à la fin, qu'on n'allait pas vers cette chose, que tout l'acte faisait partie de l'amour et de ce qui était important. Comment tu l'as compris ça d'ailleurs ? C'est à travers tes expériences avec la plante ou d'autres expériences ou simplement parce que tu as rencontré une personne avec qui tu as eu envie de cheminer plus comme ça, ou un mélange ? Un mélange de toutes ces choses. Ça fait un moment, ça fait des années que je soupçonnais que mon rapport au sexe était pas sain. Je consommais beaucoup de pornographie, j'étais vraiment dans quelque chose qui était très superficiel, qui était justement orienté vers ce moment final. Et donc j'ai commencé à me documenter, à lire des bouquins, à parler à des gens. J'ai fait des stages de tantrisme, et puis j'ai aussi expérimenté. J'ai appris en expérimentant, en essayant notamment de me masturber consciemment, en essayant des choses avec des partenaires, et puis surtout avec ma partenaire actuelle, ma femme, Jeanne, d'explorer oui, comment faire fonctionner ça, en fait, parce qu'au début c'est très très difficile. Je veux dire, c'est un conditionnement qui a des années et des années et des années. Comment est-ce que je change quelque chose ? Ça, je sais pas, ça fait 25 ans que j'ai un rapport au sexe qui est comme ça, qui est complètement binaire, qui est faut que je passe de zéro à l'éjaculation, à transformer ça. Ça demande de se reprogrammer, et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un peu de travail, oui. Ouais. Alors, sur un autre sujet connexe que tu as vu pendant ces expériences, à un moment donné, tu racontes que tu es plutôt dans des sensations agréables, ce qui n'est pas toujours le cas avec la plante, avec l'ayahuasca, et tu ressens soudainement une peur de la maladie d'Alzheimer, et tu dis, à ce moment-là, on vient me balancer un seau d'eau glacée à la figure, et à ce moment précis, tu dis, je sais que la plante est en train de me montrer quelque chose de réel en moi. Alors, comment est-ce que tu as pu regarder, et puis tu vas nous expliquer en quoi ça fait écho aussi à ton histoire, évidemment. Ouais, c'était fou ce moment. C'était une cérémonie qui n'était pas très forte. Je sais pas pourquoi, je pensais au concept d'intelligence en général, parce que ça me fascine, les grandes intelligences, les Steve Jobs, les Yuval Noah Harari, les Eckhart Tolle. Et je pensais à l'intelligence de mon ami Georges, dont je parle dans le livre. Et là, subitement, je suis transporté dans mon cerveau, et j'ai un message d'une clarté qui est tu as la graine de la maladie d'Alzheimer en toi. Et à ce moment-là, je savais pas
je savais pas ce que j'ai appris quelques semaines plus tard, quand je suis retourné voir un test génétique que j'avais fait, d'un test de mon ADN, où on m'avait proposé de me dire quelles étaient les chances que j'ai cette maladie d'Alzheimer. Et c'était à l'époque où mon père était en train d'en mourir et où j'avais dit « je veux absolument pas savoir ça, non merci ». Après ce moment sous ayahuasca où j'ai été dans mon cerveau voir cette graine de maladie, j'ai dit « bon, je vais en avoir le cœur net, est-ce que c'est vrai ?» Je suis retourné à ce test et en fait ce que le test mesure, enfin voit, c'est si tu as ce gène qui s'appelle APOP ou APOP4, je ne sais plus exactement son nom, mais il y a un gène en gros qui te prédispose à la maladie d'Alzheimer. Et tu peux en avoir soit 0 copie, soit une copie qui vient d'un parent, soit 2 copies, un de chaque parent. Et en gros, quand tu as le gène qui vient de chaque parent, c'est là que tu as la plus grosse probabilité d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et j'ai vu que j'avais le gène de chacun de mes parents. Donc je fais partie du groupe qui a les plus grandes chances de développer Alzheimer. Je crois que c'est quelque chose comme j'ai 25% de chances de l'avoir quand j'aurai 70 ans. Quelque chose comme ça. Donc, mais ça, c'est de l'information avant de l'avoir, d'avoir la confirmation scientifique. C'est quelque chose que j'ai vu très nettement grâce à l'ayahuasca. Et je sens que c'est quelque chose qui m'a été montré parce que il y a quelque chose à faire. Au début, j'ai été... c'est terrible, c'est le seau d'eau glacée à la figure. Je me suis imaginé mourir de la même façon que mon père est mort, de me perdre à l'intérieur de moi-même, briser le cœur de mes proches. C'est quelque chose que j'ai vécu en tant que fils. C'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre. Et donc, le premier moment où je fais face à ça, c'est ok, là, je suis vraiment dans un gros bad trip. Mais la plante nous montre des choses pour une bonne raison. Et depuis, j'ai eu le loisir de beaucoup lire sur Alzheimer, de beaucoup me documenter, ce que j'avais pas vraiment fait quand mon père était malade, en fait. J'étais tellement sous le choc. Et j'avais pas le même rapport aussi à l'information. Aujourd'hui, je sais que dès qu'il y a une question que je me pose, je peux aller lire un bouquin dessus. Et donc j'ai été lire notamment ce livre qui s'appelle La fin d'Alzheimer du docteur Bredsen. Et ce que dit le livre, c'est qu'en fait et la recherche sur des milliers et des milliers de patients, c'est que Alzheimer se passe parce que le cerveau crée des plaques. Mais ces plaques, à la base, sont un mécanisme de défense contre des attaques qui se passent contre le cerveau. Sauf que le mécanisme de défense, s'il est trop sollicité, devient lui-même l'attaque. Et les attaques... Donc, ce que dit le livre, c'est que, en fait, si on supprime les attaques qui sont à la base et qui viennent appeler ce mécanisme de défense, on peut empêcher la maladie Alzheimer de survenir. Et donc, quelles sont ces attaques qui sont à l'origine de ce mécanisme de défense? C'est la mauvaise alimentation, c'est le stress, c'est les produits chimiques, c'est toutes sortes de choses dans nos modes de vie, dans nos modes de vie modernes, urbains, qui sont problématiques. Et c'est ça qui est fascinant, en fait, et que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est que, selon le docteur Bredsen et ses milliers et milliers de patients qui ont réussi à interrompre la maladie d'Alzheimer, réussir à empêcher Alzheimer, il suffit de mieux s'aimer. C'est-à-dire, si j'arrête de manger du sucre, si j'arrête de manger, si j'y suis intolérant, du gluten ou des matières animales qui me font pas du bien, si je fais attention aux produits chimiques que j'ingurgite, si je diminue mon stress, parce que le stress est une des grandes sources d'inflammation qui vient justement créer des mécanismes de défense du cerveau qui vont venir créer Alzheimer. Donc si j'apprends à mieux m'aimer, à vivre plus sereinement,
à plus manger des aliments qui viennent de la nature, qui sont bons pour moi, alors je peux complètement endiguer non seulement Alzheimer, mais la plupart des dégénérescences cognitives. Et ça, il me semble que c'est extraordinaire et c'est un message que j'ai vraiment envie de partager. Je vois comment... Je vois parfois des posters, des publicités qui disent il faut trouver l'antidote à la maladie d'Alzheimer, il faut trouver parce qu'on a cette idée d'une cure, on a cette idée qu'il faut des médicaments pour tout, on a cette idée que on a une pathologie et on va trouver des médicaments pour guérir ces pathologies. Et ce qu'on voit pas, c'est que souvent à la base d'une pathologie, il y a du stress, il y a une mauvaise alimentation, il y a de l'exposition à des mauvais ingrédients, à des mauvaises substances, et que souvent le meilleur moyen pour éviter ces pathologies, c'est d'aller à la source. Sauf qu'effectivement, ça peut être parfois le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que pour aller à cette source, pour arrêter les addictions, pour mieux s'alimenter, pour arrêter de stresser, il faut faire tout un chemin conscient et plonger à l'intérieur, on l'a dit tout à l'heure, de ses ombres, au cœur de ses blessures. Et c'est un travail qui, pour certains, est une vraie quête, comme toi dans ta vie, probablement moi avec Métamorphose, mais qui pour certains soit finalement n'est pas là en conscience ou n'est pas possible pour des traumas qui sont peut-être très très enfouis, très importants, où la levée de ces traumas est complexe, ou bien qui n'ont pas le temps tout simplement, qui pourraient nous dire c'est deux bobos en train de parler, qui ont le temps de faire de la thérapie et puis d'expérimenter des trucs, mais moi en fait il faut que je nourrisse ma famille et j'ai pas le temps de faire tout ça. Et donc c'est vrai que parfois c'est un peu l'œuf et la poule. Je pense que honnêtement, parfois j'ai envie de rentrer un peu dans l'art et j'ai envie de pas être complaisant. Et je pense que c'est trop facile de dire j'ai pas le temps. Je pense que moi j'ai travaillé avec des mères de famille qui avaient un job à plein temps, qui avaient des enfants en bas âge dont elles s'occupaient et qui arrivaient tout à fait à avoir une pratique, à se faire du bien. Je pense que souvent on se donne des excuses quand on se dit qu'on n'a pas le temps. J'ai pas le temps d'arrêter de manger des paquets à Haribo et de scroller sur les réseaux sociaux et de fumer un paquet de cigarettes et toutes ces choses que je faisais et que parfois, enfin à certains égards, pas pour l'Haribo et les cigarettes, je fais encore. Hein, je me pose pas du tout comme quelqu'un qui est arrivé dans un autre espace. Je veux juste dire que on se ment tous à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes constamment sur qui on est, sur le temps qu'on a, on se trouve toutes sortes d'excuses. Arrêter de manger ou moins manger du sucre industriel, moins manger des aliments qui contiennent par exemple du mercure, prendre 10 minutes pour méditer. Attends, mais les gens me disent ils n'ont pas le temps de méditer. Et les gens passent des heures à regarder des séries Netflix qui les tirent vers le bas. J'ai essayé de regarder une série Netflix récemment, mais je veux pas dire que Netflix c'est pas bien, mais j'ai essayé de regarder une série Netflix récemment qui était le gros succès, qui s'appelait, je sais, sur Anna, une escroc, et c'était que ça parlait que d'argent, de statut, de trucs. Quand on regarde ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures, ça nous affecte. Ça, je veux dire, ce que je dis sur la méditation, c'est, regarde, pour voir la pratique de la méditation, t'as besoin de méditer 10 minutes pendant 10 jours. C'est 100 minutes. 100 minutes, c'est la durée d'un mauvais film. T'as vu combien de mauvais films ces dernières années ? Moi, pas beaucoup, mais je pense que beaucoup de gens, oui, peut-être. Mais beaucoup de gens. Moi, je regarde pas la télé. Non, mais il y a d'autres choses. On fait tous des choses où on pourrait trouver. C'est pas vrai. En général, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est on dit que c'est pas en haut de notre liste de priorités. Et je pense qu'on a besoin d'être honnête avec soi-même pour voir quelles sont nos priorités. Quelles sont nos priorités et qu'est-ce que je mets en premier. Si je veux trouver le temps de méditer 10 minutes, si je veux trouver le temps de savoir comment m'alimenter un petit peu mieux, je le trouve. Si je me rends compte, Anne, que je suis quelqu'un de privilégié, que je suis un bobo,
que j'ai eu la chance d'avoir l'éducation que j'ai eue, d'avoir accès à tout ce à quoi j'ai accès, et donc je veux pas me poser là et dire du haut de ma colline ces choses-là. Mais d'un autre côté, j'ai envie aussi de secouer un peu les gens. Et j'ai envie de dire, mais moi aussi, je pourrais encore être à regarder, à binger des séries et fumer des joints toute la journée et faire toutes les choses que je faisais avant. Mais on peut prendre des décisions et on revient à cette question de la foi. Moi, à chaque fois que j'ai dû arrêter des trucs que j'adorais, je savais pas ce que j'allais avoir en contrepartie. Mais je voyais autour de moi, j'avais un instinct que si j'arrêtais ces choses-là, ça allait être mieux. Je regarde le pétard. J'avais une histoire d'amour folle avec le fait de fumer des joints. Et j'en fumais tout le temps, j'en fumais tous les jours. Et ça peut m'arriver encore de tirer sur un joint. C'est plus une habitude. Mais depuis que j'ai sorti ça de ma vie, elle a complètement changé. Mais quand je l'ai fait, quand j'ai pris la décision de sortir ça de ma vie, je savais pas ce que j'allais avoir en contrepartie. Je savais pas ce que j'allais obtenir, donc j'avais envie, et pendant longtemps j'avais envie de garder cette petite habitude que j'aimais, ce petit truc qui était un réconfort, parce que je peux pas envisager une autre réalité. Mais pourtant il y a tellement de niveaux de réalité, de kiff, de bonheur qu'on suspecte pas. Moi, je faisais la fête aux quatre coins du monde, dans les fêtes les plus belles. J'avais l'impression d'être le plus heureux du monde. Et je regarde ma vie à l'époque et je regarde ma vie aujourd'hui. Et ça me fait rire. Je me dis aujourd'hui, je me rends compte de c'est bête, mais je suis capable d'avoir des interactions extraordinaires avec un chauffeur de taxi, avec un vendeur dans un magasin. Ça peut paraître cliché tout ça, mais j'étais pas capable de ça auparavant parce que j'étais pas présent, parce que j'étais constamment en train d'instrumentaliser. Le chauffeur de taxi, il était là pour m'amener au truc d'après. La personne que je voyais, elle était là pour me faire rencontrer telle ou telle personne. Les moments, les gens, les situations étaient instrumentalisés. On revient sur ces fameuses relations transactionnelles, ouais. Oui. Pour finir, 2-3 petites questions rapides. On approche de la fin de ce podcast, Jonathan Lehmann. À travers la plante, d'où viennent ces visions et ces messages? Est-ce que c'est une forme de reliance à l'univers, une projection de nos peurs et de l'être? Et comment finalement faire le tri dans toutes ces informations reçues? Ça, tu en parles aussi dans le livre, qu'à force d'expérience, toi, tu finis par réussir à démêler un peu les visions réelles des projections, etc. Ouais. C'est difficile, effectivement, parce que quand on se met dans cet état où on est capable de recevoir des visions, on est capable aussi de voir des choses qui viennent pas du tout qui viennent de nous, qui viennent de nos égos. Je lisais un livre sur la Kabbale récemment qui parle de cette théorie qui me parle tellement qu'en gros les pensées ne sont pas créées par le cerveau, que le cerveau est comme une radio qui est capable de capter différentes fréquences. Ça, j'y crois à 100%. Oui, c'est la fameuse conscience qui n'est pas localisée, oui. Oui, c'est ça. Et que quand tu prends une plante enseignante comme l'ayahuasca, elle te donne accès aussi à d'autres fréquences. J'ai eu des moments où je me suis fait des tripes, quand j'étais sous ayahuasca, où j'ai cru que la plante me disait quelque chose et qu'elle me disait pas du tout ça. Et j'ai eu des moments où clairement j'ai connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Je pense que pour moi, un des grands bienfaits de ce travail que j'ai pu faire avec l'ayahuasca, c'est de me faire goûter ce qu'on peut appeler le divin. Me faire croire beaucoup plus dans le fait qu'on est tous reliés, qu'il y a une conscience universelle, une conscience unique, et me renforcer dans la croyance que tout ça a un sens, en fait. Parce que tout ça, ça pose aussi la question de pourquoi est-ce qu'on est là? C'est quoi l'expérience humaine? À quoi ça sert tout ça? Et la croyance à laquelle je suis arrivé aujourd'hui, c'est que on est là, on est une manifestation de la conscience qui cherche à se reconnaître, qui cherche à se souvenir de ce qu'elle est, à savoir qu'elle est amour. Mais
pour savoir ce qu'elle est, elle a besoin de connaître ce qu'elle n'est pas. Donc, si je connais pas l'ego, je peux pas connaître l'amour. Si je connais pas la haine, je peux pas connaître l'amour. Si je connais pas l'égocentrisme, je peux pas connaître l'altruisme. Donc je dois passer par ces étapes. Et c'est le cadeau que la conscience serait fait à elle-même en créant cet oubli, c'est justement de pouvoir vivre ce chemin et ce passage et cette évolution. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, la conscience s'expérimente, en fait, on pourrait dire. Oui, que elle se fait l'expérience du soi dans une forme de dualité, effectivement. Que nous sommes, exactement, que nous sommes tous conscience et que nous sommes là parce que la conscience s'est fait à elle-même le cadeau de l'oubli. Et que chacune de nos vies est un laboratoire d'évolution. Chacun en a des possibilités d'évolution, des possibilités d'arrêter d'être réactif de la même manière qu'on l'a été hier et avant-hier à des situations, d'arrêter de réagir avec nos égos et d'essayer de plus en plus de réagir avec conscience, avec amour. Et ça se passe pour chacun à des niveaux différents, dans des sphères différentes. C'est pour ça qu'il faut faire vachement attention avec des règles qu'on va donner sur la méditation, sur le sexe, sur l'ayahuasca, sur tout. Parce que le chemin de chacun, évidemment, est différent. Mais en revanche, ce qui me semble être commun à nous tous, c'est qu'il y a un chemin de l'ombre vers la lumière. Il y a un chemin de je me préoccupe de moi, je me préoccupe des autres. Il y a un chemin de je suis en mode survie à je suis en mode amour. Et ouais, de pouvoir participer de parler de ça, c'est ce qui me passionne véritablement aujourd'hui. On pourrait dire que c'est ça que tu as rapporté comme pépite de ces voyages, c'est une forme d'intuition accrue comme ça de la vie, une forme de légèreté aussi peut-être, plus de joie. Qu'est-ce que tu ressens après avoir vécu tout ça, qui a vraiment... Alors on est en chemin et on l'a dit tout à l'heure et qu'on n'est jamais arrivé, etc. Hein, donc l'idée c'est pas j'étais une mauvaise personne et je suis devenue une bonne personne, on n'est pas du tout là-dedans. Mais quand même... C'est vrai que cette expérience est aussi une expérience qui peut être douloureuse, qui est trash, et on a envie d'en sortir quand même, léger, grandi, en joie quelque part. Absolument, parce qu'on est là pour ça. On est là pour évoluer, mais on est là pour kiffer aussi. On est là pour se marrer. On est là pour passer un bon moment. C'est ce que j'essaye de faire aussi dans le livre. Mon but, c'est de faire rire la lectrice, le lecteur. C'est de dire tout ça n'est pas si sérieux, tout ça n'est pas si grave. Moi, la croyance à laquelle je suis arrivé, vu mes expériences, c'est que la vie est un grand jeu. Et que la vie est notre enseignante. Et que on répète, c'est comme un jeu vidéo. Je pense souvent à Super Mario. Mais je vois un peu la vie comme Super Mario. C'est tant que t'as pas compris la leçon, tu restes sur le même tableau. Une fois que tu as compris la leçon, tu peux passer au tableau d'après. Et tout ça, effectivement, est un grand jeu pour notre évolution, pour l'évolution de l'espèce, pour l'évolution de la conscience. Et à chaque fois que moi, je passe au tableau de jeux vidéo suivant, dans ma vie, je contribue à l'évolution globale de la conscience. Je contribue à ce jeu qui, en même temps, est individuel et en même temps est collectif. Et je l'adore, ce jeu. Aujourd'hui, vraiment, je l'aime plus que je l'ai jamais aimé. Je le redoute aussi, parce que je sais que parfois il est difficile. Mais ouais, pour moi, la vie est un jeu et c'est un gros kiff. Merci, Super Mario alias Jonathan Lehmann, pour cette excellente conclusion. Merci d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous parler de tes ombres, sans concession ni détour. Alors, je recommande à nos auditeurs la lecture de ton tout nouveau excellent livre qui sort le 9 mai, c'est ça ? Il sort le 4 mai.
le 4 mai. Alors voilà, Ouais. le 4 mai. Journal intime d'un voyageur chamanique aux éditions HarperCollins. Évidemment, on peut retrouver toute ton actualité sur ton site internet, lesantisèches.com. Merci infiniment. Et puis, on avait dit qu'à la fin de ce podcast, on ferait un petit coucou à quelqu'un qu'on a en commun par des voix détournées qui s'appelle Gloria, c'est ça ? Oui, c'est ça, Gloria, grâce à qui Jeanne et moi, on a trouvé la maison de nos rêves à Lisbonne et qui t'écoute toutes les semaines, qui adore Métamorphose. Donc un gros bisou à Gloria. Voilà, on fait un gros bisou à Gloria que je ne connais pas au passage, mais le jour où j'irai au Portugal, je ne manquerai pas de la contacter. Merci en tout cas infiniment, Jonathan, et à bientôt. Merci à toi, Anne. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.